bonjour à tous et à toutes. Très, très heureuse de vous retrouver en grand nombre pour la première activité de notre programmation d'hiver et printemps 2021 de l'ACFAS Alberta. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Lapointe-Gagnon, professeure d'histoire au campus Saint-Jean et présidente de l'ACFAS Alberta. D'abord, j'aimerais remercier Lucille d'avoir accepté l'invitation lancée par Evelyne. C'est très, très généreux. On est vraiment content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à ma collègue Evelyne Gagnon qui a pris en charge la coordination de cet événement-là. C'est très apprécié. Je veux également vous partager d'autres activités qui s'en viennent très vite à l'ACFAS Alberta cet hiver. Donc, petit partage d'écran. Donc, voilà ce qui s'en vient cet hiver. Donc, dès le 25 février, dans 2 semaines, on accueille Maïka Sendarji, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, qui a publié un essai majeur cet automne qui s'appelle Perdre le Sud, finaliste pour le prix des libraires. Donc, il va venir nous parler de ses recherches avec la conférence Grandeur et misère du multilatéralisme, comment décoloniser la solidarité internationale. Ensuite, on va enchaîner avec l'ancien chef de la nation Huron-Wendat, Conrad Sioui, qui va faire une présentation suivie d'une table ronde sur les femmes autochtones disparues. Ensuite, le 24 mars, on a Paul-Étienne Rainville, chercheur postdoctoral, qui vient nous parler des droits humains avec une conférence en histoire du Québec qui s'intitule Entre droits des peuples et droits de la personne, des luttes en faveur des droits humains dans le Québec d'après-guerre. On va avoir aussi éventuellement la seconde finale franco-albertaine du concours Ma thèse en 180 secondes. Donc, à tous les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui sont avec nous aujourd'hui, surveillez nos réseaux sociaux parce que ça va être un événement majeur qu'on coordonne cette année en collaboration avec la Colombie-Britannique. Donc, voici nos événements. Surveillez, comme je le mentionnais, nos réseaux sociaux, puis continuez à vous impliquer dans les événements de l'ACFAS Alberta. C'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui. Là-dessus, je passe la parole à ma collègue Evelyne Gagnon, mais avant, je veux remercier Laura Pelletier d'avoir accepté de coordonner la technologie de cet événement aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Puis je veux aussi remercier toute l'équipe de l'ACFAS Alberta qui a planifié cette programmation pour les mois qui s'en viennent. Donc, Evelyne, la parole. Oui. Alors, bonjour. Mon nom est Evelyne Gagnon. Je suis professeure de littérature à l'Université d'Athabasca en Alberta et j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette autrice fort intéressante qui vient nous partager son fabuleux travail dans le cadre de cet événement de l'ACFAS Alberta. Mais avant, je vais simplement vous présenter quelques considérations de cuisine. Donc, nous avons organisé la présentation afin que vous puissiez voir le diaporama et les visuels tout au cours de la conférence de Lucille de Pilouan. Si vous avez des difficultés à la voir en cours de route, n'hésitez pas à utiliser le chat ou la conversation et à vous adresser à Laura Pelletier. Elle pourra vous aider donc en cours de route. N'oubliez pas de garder votre micro fermé pendant la conférence de Lucille de Pilouan. Et je vais simplement vous indiquer comment va se dérouler l'événement. Donc, l'événement se déroulera comme suit. Lucille de Pilouan va nous présenter dans sa conférence sa démarche artistique et son plus récent roman graphique, C'est quoi l'amour, dont elle lira des extraits qui seront accompagnés de visuels pour notre plus grand plaisir. Nous ouvrirons ensuite une période de questions. Vous pourrez alors vous adresser directement à l'autrice et lui poser donc vos questions, les questions les plus brûlantes que vous avez. Et enfin, il y aura un atelier interactif dont nous réservons la surprise. Lucille pourra vous en donner plus de détails plus tard. Je mentionnerai en dernier lieu que cet événement est enregistré et sera rendu accessible sur le site de l'ACFAS Alberta, sauf la partie atelier qui, elle, va demeurer confidentielle, ce qui va favoriser votre participation et, nous l'espérons, votre inspiration. Alors, quelques mots maintenant sur cette autrice que nous avons très hâte d'entendre, donc je serai brève. Et vous allez voir que son travail qu'elle va nous présenter en détail est très évocateur des préoccupations et de la grande qualité littéraire de ses œuvres, qui s'inscrivent notamment dans une littérature jeunesse
des plus actuelles, qui est à la fois poétique et politique. Lucille de Pélois est une autrice franco-canadienne qui construit une œuvre inspirée tant par les arts visuels et graphiques ou encore la photographie que par des thèmes d'une sensibilité toute contemporaine comme la diversité, le féminisme, l'antiracisme, le respect de la nature, le respect de soi et de l'autre, la maladie mentale, la tolérance. Donc, tout passe par la création de multiples dialogues. Ses œuvres ont remporté plusieurs prix, comme le prix Espiègle, décerné à son manifeste féministe intitulé Pourquoi les filles ont mal au ventre, un opus qui est également traduit en plusieurs langues et qui est paru entre autres en Amérique latine, aux États-Unis, en France et en Corée. Alors nous avons le plaisir de l'accueillir parmi nous en ce froid glacial albertain pour converser littérature et amour, n'est-ce pas merveilleux? Alors sans plus tarder, Lucille de Pélois, je vous cède la parole. Merci beaucoup Evelyne pour cette belle introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'ouvrir votre programmation de conférence et voilà, merci pour cette invitation. Donc, on va passer deux bonnes heures ensemble. Donc voilà, Evelyne vous a tout expliqué. Donc, je vais commencer par parler de moi, en espérant que cela vous intéresse. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours d'autrice. J'ai publié 3 livres. Partager l'écran. Voilà. J'ai publié 3 livres en littérature jeunesse. Donc, Evelyne vous a parlé de celui-ci, Pourquoi les filles ont mal au ventre. Donc, j'ai publié ces 3 livres aux éditions de l'Isatis au Québec, en collaboration tout le temps avec l'illustratrice très talentueuse Geneviève Darling. Donc, Pourquoi les filles ont mal au ventre, qui est notre manifeste féministe. J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas, qui est un recueil de témoignages fictifs sur la santé mentale. Et enfin, notre plus récent, C'est quoi l'amour ? Un ouvrage hybride, philosophique et littéraire sur la grande question de l'amour. Donc voilà, ça ce sont mes 3 livres, mes 3 romans graphiques en littérature jeunesse. Avant de publier des livres dans l'édition classique, j'ai commencé par publier des fanzines. En fait, j'ai commencé à partager mon œuvre littéraire et mes écrits en créant des fanzines ou zines. Donc voilà, je vous ai mis quelques images et puis j'en ai avec moi aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, un fanzine ou un zine, c'est une petite publication auto-fabriqué, auto-publié, auto-édité de manière artisanale, très simple. En fait, ça vient du milieu anglophone dans les années 60. Le terme fanzine en anglais venait des fans de groupes de rock qui publiaient des polycopiés, des photocopies en hommage à leur groupe de rock préféré. Donc des mini-magazines, d'où le terme fanzine. Puis ensuite, ça s'est étendu vraiment à tous les milieux, la poésie, beaucoup de bandes dessinées, comics, photographie. Ça s'est ensuite étendu au milieu francophone. Et moi, quand j'ai découvert le milieu du zine à Montréal, j'ai trouvé que c'était un moyen vraiment extraordinaire pour partager ses écrits. Et je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait publier des textes sans forcément écrire un roman de 300 pages, mais que je pouvais peut-être me mettre à partager des histoires de manière plus simple et plus spontanée. Donc, je suis rentrée dans l'univers du fanzine de cette façon. Et donc, j'ai commencé avec une petite série qui s'appelait Les histoires de Shoshana Bikini London. Donc, c'est le visuel que vous avez devant vous. Et donc là, j'ai les petits fanzines ici. Donc, j'en ai publié 9 en 2 ans. Et ça a été pendant 2 ans mon petit atelier d'écriture, en fait, parce que sur mon ordinateur, j'avais beaucoup de textes commencés, mais jamais aboutis. Et je me suis dit que ça allait être mon atelier d'écriture et que je me donnais 2 ans pour sortir tous les 3-4 mois une nouvelle histoire.
et pour vraiment terminer un projet. Le but étant d'aller au bout d'un projet, de savoir s'arrêter, parce que je me suis bien rendu compte qu'une histoire, on pouvait continuer à l'écrire et à la broder indéfiniment, mais que le challenge, c'était aussi savoir s'arrêter et enfin le partager. Donc, je me suis prise au jeu et j'ai publié ainsi 9 petits fanzines, donc des histoires. À chaque fois, je changeais de manière d'écrire. J'ai testé la correspondance, j'ai testé le documentaire, j'ai testé le journal intime, j'ai testé la nouvelle. Donc, je me suis beaucoup amusée avec mes fanzines. Et puis, ensuite, j'ai varié les formats. Et donc, j'ai publié un autre fanzine, un tout petit fanzine qui s'appelle Pourquoi les filles ont mal au ventre. Oups. Pourquoi les filles ont mal au ventre. Voilà. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. En vrai, il est tout petit. Donc, je l'appelais mon fanzine féministe qui tient dans la poche. Et donc, j'ai fait ce fanzine, en fait, parce qu'on me demandait souvent pourquoi j'étais féministe. Je l'ai fait en 2014. Pourquoi j'étais encore féministe en 2014. Et donc, je suis une personne assez introvertie et assez timide. Et donc, ça a été ma manière de répondre, en fait, plutôt que de prendre la parole et de militer plus activement. À cette époque, je n'étais pas rendue là. Donc, j'ai fait mon petit fanzine que je sortais régulièrement. Et donc, j'en ai vendu vraiment beaucoup, beaucoup. Je le vendais 2 $ dans les sous-sols d'église, dans les bars, dans les festivals. Donc, puis je m'amusais beaucoup. Je voulais toujours changer de format. Donc, un fanzine, ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes. Il faut que ce soit sous forme de papier, tout simplement. Sinon, on passe sur du webzine, ou alors là, ça prend une forme numérique. Donc là, par exemple, j'ai Le chat sort du sac. C'est de la poésie. Et donc, c'est un petit fanzine que j'ai fait dans une boîte d'allumettes. Donc, il s'ouvre comme ça. Et le fanzine sort en accordéon. Donc voilà, il y a des photos et puis de la poésie. Donc moi, ce qui me plaît énormément, c'est aussi le côté design de l'objet et puis de fabriquer en fait un livre, parce que tout ça, finalement, ce sont des mini-livres. Et je trouve que ça aborde, ça rejoint beaucoup, ça complète beaucoup la forme poétique et la forme de mes écrits. Le chat sort du sac, par exemple, c'est plein de choses que je n'ai jamais osé dire, et donc voilà, qui tiennent dans une boîte d'allumettes, et le chat sort du sac comme un diable sort d'une boîte. J'ai publié aussi ce tout petit, ce mini fanzine qui s'appelle Ce que je sais de moi, et donc voilà, qui tient entre le pouce et l'index, et donc pareil, des phrases très intimes sur moi. Et étrangement, ce fanzine, Ce que je sais de moi, donc il ne parle que de moi, c'est très très intime, mais c'est mon fanzine le plus universel, et la plupart des personnes qui l'ont lu devant moi m'ont dit que ça les touchait et que qu'ils s'identifiaient énormément. Donc, je me suis aussi rendu compte que plus on parlait de soi, et finalement, plus on était universel. Donc voilà le genre de fanzine que je fais. Donc ça, c'est le petit fanzine en boîte d'allumettes. Donc ensuite, après avoir écrit toute la série Les histoires de Shoshana Bikini London, je suis rentrée dans une phase de fanzine plus militant. Tous mes fanzines ont pris vraiment une tournure plus militante. Donc des fanzines féministes, Je ne suis pas une fleur, Ouch, se défendre, technique de self-défense mise en parallèle avec des extraits de romans harlequins des années 70-80. C'est quoi l'amour, donc qui a aussi connu ses prémices sous forme de fanzine. Les puces, alors celui-ci, c'est un de mes plus récents fanzines, parce que même si je publie des livres dans l'édition traditionnelle, je continue à publier des fanzines pour mon plus grand plaisir. Et donc, j'ai publié Les puces et puis Incipit
incipit en poésie, qui est celui-ci, qui est mon plus récent en fait. Donc, il s'ouvre de cette manière. Puis, on a deux petits livrets à l'intérieur de poésie. Pour moi, c'est vraiment très inspirant, très révélateur en fait. Il y a un côté beaucoup moins conventionnel, beaucoup moins sérieux, qui me permet vraiment de libérer ma création et en fait, je prends ça beaucoup moins au sérieux, donc c'est beaucoup plus naturel. La créativité est vraiment plus exacerbée et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement pour libérer ma créativité et puis balancer mes idées sur le papier. Et donc, voilà. Ensuite, pourquoi les filles ont mal au ventre? L'histoire de ce livre donc, est partie de ce petit fanzine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi les filles ont mal au ventre? Il a connu plusieurs formes parce que c'est vraiment mon succès de fanzine. J'en ai vendu et donc fabriqué à la main 300 ou 400 exemplaires. Donc, ça marchait vraiment très, très bien. Et puis, une éditrice, donc Angèle Delaunoy, l'éditrice des éditions de Lisatis, l'a eu dans les mains un jour parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle et m'a proposé, elle a eu le nez de l'éditrice et m'a proposé d'en faire un roman graphique pour les adolescents. Et forcément, j'ai trouvé l'idée fantastique. Et donc, j'ai proposé à Geneviève Darling, que je connaissais par le milieu du fanzine également, qui est donc illustratrice et faisait des fanzines aussi juste en illustration. Et donc, on a décidé de collaborer ensemble. Et donc, voilà, le petit fanzine est devenu un livre. Et donc, comme l'a dit Evelyne, ça a été vraiment un succès. Donc, c'était un petit peu magique de passer du petit fanzine au premier livre publié, qui a été traduit en anglais, en coréen, en espagnol, publié en France. Donc, on était très, très contentes et on a réussi à faire un livre très actuel, je pense, et qui dépassait de loin le fanzine que j'avais publié en 2014, parce que dans notre ouvrage qui est sorti en 2017, on s'est tourné vers un féminisme beaucoup, beaucoup plus intersectionnel et donc qui parlait à bien plus de monde et qui mettait vraiment les cartes sur la table, qui suscitait beaucoup de discussions dans les familles. Et donc, finalement, le livre a un peu dépassé le public adolescent que l'éditrice visait. Mes fanzines aussi, donc mes premiers fanzines que j'ai fait en 2012, qui s'appelaient Les histoires de Shoshana Bikini London, j'ai aussi eu la chance que ça devienne un livre et j'ai un éditeur québécois, Rodrigol, un petit éditeur indépendant qui fait des magnifiques livres. Tous les livres sont différents en fait. Et donc, lui aussi m'a proposé de rassembler mes 9 fanzines. Donc, j'ai écrit une dixième histoire pour le livre. Donc, ça a été rassemblé dans un livre. Donc, c'est le recueil Les histoires de Shoshana Bikini London. Et il a fait un travail de mise en page vraiment, vraiment magnifique. Donc, je suis très fière de ce livre aussi. Et il y a une page qui a été donc pour garder l'esprit du fanzine. Ils ont rajouté une page qui se déplie en 3, qui a été insérée à la main dans le livre en couleur, un énorme arc-en-ciel qui survole Côte-des-Neiges, qui a été assemblé à la main dans tous les exemplaires du livre. Donc voilà, parce qu'en fait, aussi, quelque chose qui est important à souligner dans le monde du fanzine, c'est que les fanzines ne sont pas éternels et à un moment donné, on arrête de les publier. Donc, les histoires de Shoshana Bikini London, tous ces exemplaires que j'ai là, ce sont mes exemplaires, mais ils n'existent plus. Parce qu'à un moment donné, on arrête de réimprimer des fanzines, ça a une durée limitée dans le temps. D'où la moindre pression qu'on se donne quand on publie un fanzine, parce que ça ne va pas rester pour toute la vie, comme un livre qui va durer un peu plus longtemps. Donc c'est chouette pour moi de les voir maintenant en livre. Mais tous mes autres fanzines, à chaque fois, j'en publie 100, 200 exemplaires maximum, et ensuite c'est au suivant. Donc voilà pour les histoires de Shoshana Bikini London. Donc Shoshana Bikini London, c'était mon pseudonyme que je me suis choisi quand j'ai commencé à publier mes fanzines. Je n'étais pas encore assez sûre de moi pour signer mes textes de mon nom.
Et puis, honnêtement, je trouve que Shoshana Bikini London, c'est beaucoup plus cool que Lucille de Pélouan. Donc, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Et parce que j'ai commencé à publier des textes assez intimes qui parlaient de moi. Donc voilà, j'ai choisi ce nom rigolo, assez intriguant et qui m'a suivi finalement. Et puis, je continue dans la scène littéraire et poétique de Montréal. Je suis connue sous le nom de Lucille de Pélouan et sous le nom de Shoshana Bikini London. Donc voilà, les deux, c'est moi. Et donc voilà, donc, pour terminer, donc les 3 livres que j'ai publiés, Pourquoi les filles ont mal au ventre, j'ai mal et pourtant ça ne se voit pas, et C'est quoi l'amour? Donc Pourquoi les filles ont mal au ventre et C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est pareil, c'était un petit fanzine que j'ai fait sous forme de triangle qui abordait seulement le sentiment amoureux en fait. C'était l'amour, la romance. Donc que j'ai publié en 2015. J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas. C'était pas un fanzine en tant que tel, mais il y avait plusieurs phrases du livre qui font partie de fanzine. J'avais publié un fanzine sur la dépression qui s'appelait Des fois le dépanneur est au bout du monde. Donc c'est un des textes de J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas. Donc mes fanzines servent vraiment de prémisse à mes livres et c'est comme des beaux brouillons en fait. Voilà où en étais-je. Eh ben, c'est ça. Maintenant, je vais vous parler donc du livre C'est quoi l'amour, donc dont on va parler plus en masse aujourd'hui. Donc voilà, j'avais publié ce petit fanzine en 2015, C'est quoi l'amour, qui était vraiment centré sur le sentiment amoureux. Et puis, après avoir publié Pourquoi les filles ont mal au ventre et le livre sur la santé mentale, je savais que j'avais envie de proposer à notre éditrice un livre sur l'amour au sens très large. Et Geneviève était extrêmement partante aussi parce que c'est quelque chose qui guide beaucoup sa pratique artistique. Donc, on avait ce projet toutes les deux. Donc, je voulais faire un livre philosophique, engagé, comme nos 2 autres livres, mais aussi très littéraire, et puis aller beaucoup plus loin que le sentiment amoureux, même aller plus loin que l'amitié, que l'amour familial. Pour moi, l'amour, c'est bien plus que ça. Donc, 5 grands thèmes se sont dessinés. On a travaillé, Geneviève et moi, on travaille vraiment ensemble toutes les deux. Et donc, pour C'est quoi l'amour, on a construit le livre toutes les deux ensemble. Il y a vraiment eu une phase avant que je me mette à écrire où toutes les deux, on a pensé au livre, quelle forme il pourrait prendre. On a dégagé 5 grands thèmes. Qu'est-ce que c'était pour nous l'amour? Donc l'amour, c'est les autres, bien entendu. On ne pouvait pas passer à côté parce que c'est sûr que c'est nos partenaires, notre famille, nos amis. Mais c'est aussi s'aimer soi-même. Donc ça, c'est un thème qui nous est très cher à toutes les deux parce qu'on est toutes les deux passées par les méandres de la maladie mentale, d'où notre précédent livre. Et donc, c'est s'aimer soi-même avant tout pour aimer les autres. L'amour, c'est la nature, la mère nature qui est clairement là pour nous et à qui nous devons beaucoup. L'amour, c'est l'art qui nous apporte énormément et sans l'art, la vie serait bien morte. On le voit en ce moment actuellement en temps de pandémie où la culture et l'art est si difficilement accessible et ça nous met dans un monde étrange. Et enfin, l'amour, c'est la justice sociale. Parce que de la même manière, sans justice sociale, pour moi, le lien de la communauté est très important. Et je voulais vraiment élargir l'amour à ce sens-là et ne pas rester seulement dans notre cocon familial et vraiment parler d'entraide et de justice. Donc, pardon, je suis désolée si je fais des mauvaises manipulations. Je ne suis pas encore très à l'aise sur Zoom. Je préfère le présentiel. Donc, le processus d'écriture, ça a été différent que mes 2 autres livres que j'ai écrits. Tous mes autres livres, je les ai écrits
en travaillant à côté, en faisant moult choses pour gagner ma vie. Et pour ce livre, j'ai eu la chance de gagner une bourse du CALC, Conseil des arts et des lettres du Québec, et d'obtenir une résidence d'écriture à Bruxelles pour écrire ce livre. Donc, ça a vraiment été formidable parce que j'ai passé 2 mois à temps plein uniquement à lire des livres et des articles sur le sujet, à m'inspirer de musique, de livres, de films et à faire du yoga. Donc, j'ai passé 2 mois fantastiques imprégnée, toute seule dans un appartement bruxellois, à écrire sur l'amour. Donc, c'était vraiment une expérience assez fascinante et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, en rentrant de ma résidence d'écriture, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me consacrer à l'écriture à temps plein parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout la même, intensité de se lever le matin pour lire et écrire plutôt que de travailler puis écrire et finalement garder son jus de créativité en toute fin. Donc j'ai décidé de me consacrer au moins pour 1 an à l'écriture et voir ce que ça allait donner. Et puis je ne regrette pas ma décision. Donc ce livre nous tenait vraiment, vraiment à cœur. Et quand je suis rentrée de Belgique, j'ai transmis mon texte à Geneviève et qui, heureusement, a beaucoup aimé. Et elle-même s'est ensuite mise dans une bulle de créativité parce que la pandémie a commencé en mars dernier. Et donc, on s'est retrouvés tous confinés. Et donc, elle a profité de ce moment de confinement pour faire toutes les illustrations. Donc, à son tour, en fait, elle a vraiment été dans sa bulle de créativité. Et donc, toutes les illustrations ont été travaillées en espace de 2 mois. Donc, je pense qu'on sent aussi beaucoup cette bulle de créativité et d'énergie. Donc, on a beaucoup travaillé toutes les deux parce que forcément, même si on ne pouvait pas se voir, on était sans cesse en communication. Donc voilà, ça a été deux bulles de création les unes après les autres. Alors, maintenant, je vais vous proposer que je vais prendre un grand verre d'eau et puis je vais vous offrir une lecture d'extrait que j'ai choisi de C'est quoi l'amour? Et ensuite, on aura une période de questions. Donc voilà, si vous avez des questions, notez-les et puis n'hésitez pas, on aura bien le temps après la lecture pour répondre à tout ça. Dans ce livre, vous ne trouverez pas la recette pour trouver le grand amour, le remède contre un chagrin d'amour, des cœurs à toutes les pages, les meilleurs cadeaux pour la Saint-Valentin, une définition de l'amour, comment préparer des filtres d'amour, la durée de l'amour. Mais vous y trouverez des réponses, celles qui vous conviennent, et des déclarations d'amour, celles qui vous ressemblent. L'amour, c'est une révolution. L'amour est une empreinte à multiples facettes qui vient du cœur, du ventre, du corps tout entier. Une empreinte qu'on laisse auprès des autres, les personnes qui nous entourent. Cette empreinte, elle est en nous. L'amour, c'est un endroit où l'on respire. L'amour, c'est les autres, tout autour de nous. Tu as crevé ma solitude.
Maggie Nelson. L'amour, c'est tomber amoureux, amoureuse. Au début, on ne peut pas se passer de l'autre. On dit qu'on l'a dans la peau. Et c'est un peu ça. On voudrait faire du peau contre peau, tout le temps. On voudrait savoir ce que l'autre pense, tout le temps. On a l'impression de suffoquer si l'autre disparaît quelques heures. Puis, on se rend compte que le fil qui nous lie est long, très long. Et que ce ne sont pas quelques heures, quelques jours, quelques mètres, quelques kilomètres qui vont couper ce fil. Au contraire, plus le fil se solidifie, plus il peut nous emmener loin. J'imagine que je finirai par me blottir dans tes bras, sans respirer, en espérant que le temps s'arrête. Aimer, ça peut être s'embrasser, se toucher, se caresser. Aimer, ça peut être aussi platonique. Aimer, c'est suivre notre intuition. Au dernier moment, j'ai eu peur. Je ne voulais plus qu'elle me touche, je voulais me rhabiller, manger des céréales et regarder un film. On a tout notre temps, on a toute notre vie. Nous avions des codes secrets. À la fin de tes lettres, toujours, tu me disais cette phrase si belle que tes ancêtres amoureux s'échangeaient. Toujours, quand je la lisais, je m'imaginais ce beau marin sur son bateau, le vent l'empêchant de bien tenir sa feuille, le dos courbé évitant ainsi les éclaboussures de l'eau salée sur ses mots. Je m'imaginais son amour rester sur l'île de Groix, lire ces mots que tu m'adresserais des années plus tard. Tu m'as dit un jour que si je recevais toutes les lettres que tu m'écrivais dans ta tête, ma boîte aux lettres n'aurait pu les contenir. Savais-tu que c'est mon cœur qui aurait alors explosé ? L'amour, c'est s'aimer soi-même. L'amour de soi, ce n'est pas du narcissisme ou de l'égoïsme, c'est la fondation de l'amour. Bell Hooks. S'aimer, c'est s'entourer de gens qui nous soutiennent et qui nous élèvent. La façon dont on nous parle quand on est enfant, devient la petite voix qui nous reste à l'intérieur. C'est là que notre construction identitaire se forge. Le positif comme le négatif reste gravé dans nos mémoires, dans nos actions, dans l'amour que l'on a de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est aussi important de peser les mots et les gestes que l'on adresse aux tout petits. S'aimer, c'est se sentir en éveil, c'est sentir ses sens en éveil. Quand tu fais du yoga, tu te sens vivante. Quand tu cours le matin pour attraper ton bus, quand tu te promènes en forêt et que tu respires étendu l'odeur de la mousse mouillée, ton cœur palpite, tu vis. S'aimer, c'est ne pas tout le temps chercher à atteindre la perfection, ne pas tout le temps répondre au téléphone. C'est aussi ne rien faire, laisser les choses aller, respirer. S'aimer, c'est être honnête et doux envers soi-même. S'aimer, c'est prendre le temps de s'étirer le matin, de manger, de danser, de prendre un bain, de dormir, de caresser son chat, d'écrire son journal, de rester seul, d'être curieux. L'amour, c'est la nature. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Joséphine Bacon. Aimer, c'est réaliser que les animaux ne sont pas au service de l'humanité. Nous sommes au cœur de la nature et non au-dessus.
Aimer, c'est participer à un changement culturel et social. C'est imaginer, avec nos moyens et nos ressources, de nouvelles façons de vivre, de nous nourrir, de nous divertir, pour préserver ce qui nous entoure. Dans les contes de fées, les enfants se perdent souvent dans la forêt. Elles semblent les avaler, mais en vérité, elles ne les laissent jamais tomber. On s'y cache, on s'y ressource, plus grande que nous, elles nous régénèrent. L'amour, c'est l'art. L'art nous dit quelque chose même là où nous pensons qu'il ne nous le dit pas. Il faudrait, si on veut savoir qui on est, de quoi on est héritier, rassembler les pièces du musée intérieur qui nous constitue. Annie Ernaux. La perception de l'art est différente pour chacun. C'est une question de sensibilité, de personnalité. Maman est une sculpture gigantesque créée par Louise Bourgeois. Pour moi, cette œuvre d'art monumentale qui mesure plus de 10 mètres de haut représente l'amour étouffant que peut parfois avoir une mère. La toile qu'elle tisse pour retenir son enfant le plus longtemps possible. Cette sculpture existe en plusieurs exemplaires à travers le monde. J'ai pu en voir lors de mes voyages à Paris, à Ottawa, à New York et à Bilbao. Toujours cette même émotion, ce sentiment rassurant d'identification à Louise Bourgeois. Puis un jour, j'ai enfin lu ce que représentait la sculpture pour l'artiste. Stupeur. Louise Bourgeois avait une relation exceptionnelle avec sa mère, qui était pour elle sa meilleure amie. L'araignée, loin de représenter l'étouffement, représente l'art du tissage, l'intelligence et la protection maternelle. Maman est une ode à sa mère et je trouve ça beau. Quand je danse, je me défoule. J'adore danser avec mes amis. Ça nous met de bonne humeur. Les vibrations de la musique résonnent en moi et tout à coup, je me sens libre, j'explose. Souvent, je ris. Savoir que les artistes existent et me rassure, même si je ne les rencontre pas. Ce qu'ils et elles ont créé me permet de mettre des mots sur mes émotions, mes sentiments. Leurs mots, leur corps, leur danse, leurs photos, leurs pinceaux, leurs visions nous font vibrer. L'amour, c'est se créer des souvenirs. Et quoi de mieux qu'une bande sonore pour accompagner nos souvenirs? L'amour, c'est la justice sociale. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte. Mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. James Baldwin. On ne tue jamais par amour. L'expression crime passionnel ne devrait jamais être employée dans les médias, parce que l'amour ne peut pas être la cause d'un assassinat. Rien ne peut justifier la souffrance imposée à quelqu'un qui ne nous aime plus. Jamais on ne nous fait de mal pour notre bien. Jamais. L'amour, c'est ne pas se sentir obligé de donner à quelqu'un tout ce qu'il veut. C'est grandir à deux dans la confiance. L'amour, c'est arrêter d'infantiliser les peuples autochtones partout dans le monde. C'est reconnaître que les Blancs leur ont volé leur terre. C'est leur redonner ce qui leur appartient. L'amour, c'est arrêter l'oppression systématique des personnes racisées, des personnes trans, des personnes queer, des femmes, des personnes grosses, des personnes handicapées. L'amour, c'est modifier la représentation du monde, nous déshabituer pour créer un nouvel imaginaire. L'amour, c'est vivre dans notre société en affrontant les problèmes économiques, politiques, sociaux, écologiques. Plus qu'un simple sentiment, l'amour est un acte que l'on pose. Bell Hooks. C'est dommage d'avoir si souvent peur de ce qui est différent. On hésite à modifier nos références, à sortir de notre zone de confort, à changer. La parole est souvent donnée aux mêmes personnes et certaines n'accèdent pas à la lumière, au micro, au partage.
Or, l'amour, c'est aussi s'ouvrir aux autres réalités. L'amour, c'est un combat que l'on mène pour nous et pour les autres. Je suis dans le métro à New York. Fin de journée. C'est rempli mais pas bondé. À l'autre bout du wagon, j'entends le ton qui monte. Je me lève sur la pointe des pieds pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je veux m'assurer que personne n'est malmené ou pire, en danger. Une dispute a bel et bien éclaté. Une femme aux cheveux hirsutes sautille autour d'un homme adossé à la porte. Elle le nargue, le raille. Il reste calme. Il a l'air de prendre son mal en patience. L'insulte raciste tombe. Les mots pleuvent et font mal. Je suis choquée. La scène est d'une violence énorme. Ça reprend de plus belle. L'homme est toujours calme. Il lui tourne le dos. Autour d'eux, les gens ont enlevé leurs écouteurs, déposé leurs livres. Ça commence à bourdonner. On demande à l'agresseuse de se calmer. On lui demande de se taire. Puis à côté de moi, une femme s'impose. Elle parle haut et fort à travers le wagon. Ça suffit. C'est l'impulsion qu'il fallait. Ça y est, tout le monde se rebelle. Tout le monde somme à celle qui harcèle, insulte, agresse de se taire et de descendre du wagon à la prochaine station. Tout le monde hurle « Get off the train ». Et pour toi, et pour vous, c'est quoi l'amour? Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous avoue que c'est un peu étrange de lire face à mon écran d'ordinateur, donc j'espère que dans vos appartements, dans vos maisons, vous avez ressenti des choses et que vous avez apprécié ma lecture. Donc voilà, je pense que Evelyne, si vous voulez, on peut ouvrir la période de questions. Donc, n'hésitez pas à... Vous n'avez pas forcément des questions si vous voulez. Ça peut être des commentaires, ça peut être du partage sur la lecture que je viens de faire, des choses que vous avez envie de partager. Donc, n'hésitez pas de manière très spontanée et collégiale. Oui, alors nous allons ouvrir la période de questions. Si jamais les participantes ont des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, dans donc la boîte de conversation, ou vous manifester dans le chat, dans la boîte de conversation et mettre votre micro actif. Et les poser même à voix haute dans votre micro. Oui, Anne-Josée a une question. Anne-Josée? Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée un tout petit peu en retard. Alors, j'espère que ma question n'a pas été abordée avant que j'arrive. Je me demande, c'est une question pour l'auteur. Je me demande pourquoi vous avez choisi de classifier cette œuvre-là comme une œuvre jeunesse. Parce que je sais pas, ça vient me chercher. Je pense que ça peut rejoindre beaucoup plus de groupes d'âge que seulement les jeunes. Je me demande si c'est simplement une question de genèse ou d'attraper, de sensibiliser les gens à un jeune âge en espérant que ça continue. Mais est-ce que tout le monde peut être jeune pour accéder à cette œuvre? J'espère que la question est claire ou qu'elle n'a pas été. Oui, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente en fait que ça vous touche, même si vous n'êtes pas le public cible de la maison d'édition. Et en fait, nos 3 livres à Geneviève et moi, Pourquoi les filles ont mal au ventre, j'ai mal et pourtant ça ne se voit pas, et C'est quoi l'amour? Ce sont des livres destinés aux adolescents. Mais en fait, on a toujours voulu
qu'il soit accessible aux adolescents, mais qu'il soit accessible à tout le monde en fait. Donc l'idée, c'est que ce soit accessible dès l'adolescence pour aborder des termes, des termes sérieux, des termes militants, et puis de ne pas prendre les adolescents pour des enfants et s'adresser à eux comme des adultes, et justement en se disant que les adultes se retrouveraient aussi dans ces livres. Le but pour moi, c'était vraiment de faire des livres familiaux en fait, et de susciter la discussion et d'espérer que justement les générations puissent discuter autour de ce livre, et que ce soit des livres familiaux qu'on puisse laisser sur la table basse et qu'on puisse se prêter en famille, et qu'on puisse en discuter. Et puis effectivement, je me suis rendu compte dans les salons du livre et quand je suis en contact direct avec les lecteurs, que finalement ça dépasse vraiment le public adolescent, et j'en suis très heureuse parce que le but, c'est de toucher le plus de monde possible, et puis tout le monde est vecteur, et puis ça me fait toujours plaisir quand le livre circule de main en main et de génération en génération. Mais quand j'écris, je pense pas, j'ai pas dans ma tête, je m'adresse à des adolescents, je dois avoir un langage simple, ou je dois simplifier mon raisonnement, ou simplifier ce que j'ai envie de dire. Je dis tout simplement ce que j'ai envie de dire, et parce que je suis persuadée que les adolescents, c'est des mini-adultes, c'est des êtres très sensibles et très intelligents, et que souvent on les prend pour moins intelligents qu'ils ne le sont, et moins, pas matures, ce ne serait pas le mot, mais moins prêts à affronter tout ce qu'il y a à affronter, en fait. Voilà. Et je pense aussi, Lucille, qu'il y a beaucoup d'adultes, en fait, qui achètent vos livres, n'est-ce pas? Oui, finalement. Oui. Finalement, mais il faut dire aussi que les illustrations de Geneviève rejoignent un très grand public, et que ce soit alors, c'est très drôle parce que C'est quoi l'amour? J'ai plusieurs amis qui l'ont acheté pour elle, donc des femmes adultes, et qui ont des enfants en très bas âge, mais des bébés là, de 2 ans, qui adorent les illustrations de C'est quoi l'amour, et qui réclament le livre pour s'endormir le soir. Donc, c'est vraiment intergénérationnel. Alors, c'est bon signe. Alors, Voilà. nous avons deux mains levées. Valérie, vous avez une question? Oui, ben, merci beaucoup. C'était hyper inspirant. Ma question est par rapport à votre démarche féministe. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à votre féminisme? Comment est-ce que ça vous inspire pour vos œuvres? C'est quoi le fil conducteur derrière votre féminisme? Alors, je pense que j'ai toujours été féministe. J'ai été initiée au féminisme pardon, par ma grand-mère, qui donc est une autre génération, mais qui m'a vraiment initiée au féminisme. Et puis c'est quelque chose qui était très latent en moi. Et donc, c'est ce que je disais en début de présentation, quand j'ai sorti mon premier fanzine féministe, j'étais à cette époque, maintenant je suis vraiment militante, affirmée et ouverte. Et je monte aux barricades très facilement, mais à cette époque, j'étais beaucoup plus low profile, et donc j'avais besoin de m'appuyer sur ce genre de publication pour m'ouvrir. Et puis, quand je me suis rendu compte en fait de l'effet de ce petit fanzine qui passait de main en main, et qui aidait plein de personnes en fait à appuyer leur féminisme, à appuyer leurs arguments, je me suis dit que c'était de sacrés bons outils. Et que, puisque moi, ma force, c'était l'écriture, et que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice au féminisme. Et puis, je me suis un peu donné comme mission de faire ça. Et donc, quand l'éditrice jeunesse m'a proposé de faire de Pourquoi les filles ont mal au ventre un ouvrage pour adolescents, je me suis dit qu'effectivement, c'était la meilleure solution pour propager le féminisme et la lutte contre notre société patriarcale, d'éduquer les enfants, d'éduquer les adolescents, et puis d'en parler dès le plus jeune âge. Et donc voilà. Puis après, je veux dire, je suis féministe au plus profond de moi. Donc même dans les histoires de Shoshana Bikini London, qui n'étaient pas des fanzines à proprement dit féministes, le féminisme est de toute façon ancré dans mes écrits.
Et puis voilà. Mais après, mes ouvrages pour la jeunesse sont ouvertement et clairement militants parce que je pense qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins. Et puis, c'est pour ça que j'ai été très fière avec Geneviève quand Pourquoi les filles ont mal au ventre a gagné le prix Espiègle. Le prix Espiègle, c'est le prix des bibliothécaires scolaires des écoles secondaires du Québec. Donc là, ça voulait dire que le livre s'est retrouvé dans toutes les écoles secondaires du Québec. Donc c'est exactement ce qu'on voulait que les jeunes aient accès à ce livre sans le demander à leurs parents et que ça ouvre les yeux des filles comme des garçons en fait. Donc c'est vraiment des livres qui s'adressent autant aux filles qu'aux garçons. Voilà. Merci. Laura? Oui, merci beaucoup, Lucille, pour la présentation. C'était vraiment rafraîchissant et intéressant. Puis, je me demandais justement, auprès de la jeunesse, c'est quoi la réception du féminisme que tu observes? Est-ce que, je pense des fois, il y a la vision que le couple va gagner. Donc, c'est quoi les échos que tu as quand tu parles un peu de féminisme? J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres dans des écoles secondaires, dans des cégeps, dans des bibliothèques, dans des salons du livre avec Pourquoi les filles ont mal au ventre. Et donc, souvent, c'est un livre les gens sont heureux de ce livre et ça met des mots vraiment, en fait, ça met vraiment des mots sur ce qu'on peut ressentir. Ça donne de la force, en fait. C'est un livre qui donne de la force pour continuer. Et puis, je pense que la force de Pourquoi les filles ont mal au ventre, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce livre et c'est seulement une énumération. Le livre, en fait, est toute une ritournelle. Pourquoi les filles ont mal au ventre? Les filles ont mal au ventre quand on dit que la naïveté est féminine. Les filles ont mal au ventre parce que les hommes ne savent pas ce que veut dire non. Les filles ont mal au ventre qu'on prenne les petites filles pour des princesses dès leur plus jeune âge. Donc, c'est toute une ritournelle de réponses au mal de ventre de toute une partie de la population. Et donc, sans jugement, c'est juste des faits. Et on s'est tous retrouvés confrontés à ça. Donc, encore une fois, ça met des mots sur des choses et puis ça permet de prendre conscience que toutes ces choses ajoutées les unes aux autres, ça fait beaucoup. Du côté des garçons, c'est toujours très, très intéressant. Et donc, quand je vais dans les écoles, donc en général, les filles sont sont sur le qui-vive et sont prêtes à faire la révolution. Et puis les garçons sont toujours un peu plus, ils ont peur d'être pris en faute en fait. Et donc c'est très très intéressant de discuter avec eux. Et je leur explique souvent que c'est pas les filles contre les garçons, mais plutôt les filles et les garçons contre la société patriarcale. Et donc en discutant, en prenant le livre comme support et en discutant de tout ce que les filles vivent et ce à quoi elles survivent dans notre société, là, ils se rendent compte que c'est pas facile d'être une fille et que eux aussi peuvent changer les choses et c'est des choses auxquelles ils n'ont pas pensé et je pense que c'est pas de la mauvaise foi en fait. Je me souviens d'une femme dans un salon du livre qui avait acheté le livre et qui l'avait fait lire à son ado. Donc, la technique pour les mamans, c'est de mettre le livre dans les toilettes pour que leurs garçons les lisent sans se sentir espionnés. Et en fait, son grand ado de 15 ans avait lu le livre et puis elle était voir sa mère et lui avait dit en toute bonne foi, mais je ne savais pas que c'était si compliqué d'être une fille, il fallait me le dire. Donc, faut pas se décourager et puis voilà. Et puis, faut discuter, faut ouvrir grand les œillères de tout le monde. Alors, nous avons une question dans la boîte de conversation de la part de Céline qui demande est-ce que vous planifiez écrire d'autres livres et si oui, quels seraient les thèmes qui vous intéressent? Alors, j'ai deux livres qui sont en cours d'édition. Un recueil de poésie qui s'appelle Surtout ne pas faire de liste, qui est sur l'introspection saupoudrée de féminisme et de mélancolie. Et un autre livre à destination de la jeunesse. Donc, Surtout ne pas faire de liste sera publié aux éditions Rodrigol à l'automne 2021.
Et donc, je prépare un autre livre en jeunesse avec Jacques Goldstein. Et c'est une bande dessinée pour les 8-10 ans sur l'amour du livre. C'est l'histoire d'une petite fille hypersensible qui a 2 amours dans la vie, les chats et les livres. Et elle va rencontrer une vieille dame qui va changer sa vie. Donc voilà, ça c'est un livre qui est en préparation. Et je travaille aussi sur un recueil de poésie pour les adolescents, sur le grand écart, les émotions, les grands écarts qu'on peut vivre à l'adolescence. Voilà, c'est mes projets à suivre. Merci. Alors, Céline vous remercie. D'autres questions? Je sais aussi qu'on avait des étudiants, étudiantes et des classes aussi. Alors, peut-être que les professeurs veulent encourager leurs étudiants, étudiantes à se manifester. Si vous voulez, vous pouvez écrire dans la boîte de conversation ou vous pouvez lever la main ou vous manifester directement avec votre micro. Oui, alors ici, on a Christane. Oui. Oui, salut. On est un de ces groupes. Je suis un professeur de psychologie à mes étudiants d'un cours de la psychologie sociale sont ici aujourd'hui. Alors, je veux remercier Céline pour avoir déjà posé des questions. Mais selon ce qu'on a discuté, on a passé la semaine dernière à parler au sujet des relations interpersonnelles et l'amour. Et la définition des relations et de l'amour en psychologie sociale, c'est assez limité. C'est en particulier, on parle de l'amour dans le contexte des relations interpersonnelles. Alors, ça m'intéresse, dans les thèmes que tu as abordés, l'idée de l'amour est beaucoup plus élargie, étendue. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette définition large pour réunir plusieurs thèmes, plusieurs aspects de la vie dans ce thème de l'amour? Merci pour votre question. Alors, je pense que ce serait vraiment... je ne prétends pas avoir répondu à cette vaste question de la définition de l'amour et c'est vraiment une définition que moi et Geneviève, on propose. Et en fait, on a tout simplement réfléchi. J'ai beaucoup lu aussi et tous les chapitres s'ouvrent avec une citation de poètes ou de romanciers ou d'essayistes qui m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai tout simplement réfléchi à ce qui m'apportait moi de l'amour dans ma vie. Et puis c'est assez naturellement en fait que ces grands thèmes sont arrivés parce que c'est ça, l'amour. Donc l'amour, c'est les autres parce que c'est la base. Et puis je voulais vraiment insister sur autre que l'amour romantique parce que surtout en pensant à mon public adolescent où c'est sûr la romance prend une place importante à l'adolescence, mais je pense que l'amitié est extrêmement importante aussi et c'est une grosse base. Et puis l'amour de soi, je prends souvent cette référence où quand on est dans un avion, on nous demande de nous protéger et de mettre le masque à oxygène sur nous avant d'essayer de mettre le masque aux autres. Et je pense que l'amour, c'est pareil en fait. Il faut s'accepter soi-même, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et puis prendre soin de soi, s'aimer soi, c'est un grand pas. Et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune, de faire attention à moi, de prendre soin de moi, de prendre conscience de ma valeur en fait, et d'avoir confiance en moi pour avancer dans la vie. Donc ça, je voulais absolument en parler. Ensuite, l'amour, c'est la nature. La nature englobe la faune et la flore, les animaux et notre environnement. Et on parle beaucoup de la nature comme notre mère nourricière. Et puis, et je trouve que voilà, on a beaucoup écorché, que ce soit les animaux ou la nature. Et, on ne rend pas tout l'amour que la nature nous donne. Et
pour moi, la nature m'apporte beaucoup, les animaux m'apportent beaucoup, mes animaux familiers m'apportent beaucoup, mais aussi la nature autour de moi. L'océan, pour moi, l'océan et les montagnes ont un côté extrêmement apaisant, extrêmement rassurant. Et donc, j'avais vraiment envie aussi de parler de ça. Ensuite, l'art, c'est pareil. Avec l'art, on n'est jamais seul. Donc, finalement, l'art, mais c'est comme tout, l'art, la nature, les animaux, tout ça, en fait, ça aurait très bien pu être englobé dans les autres, parce que finalement, ça devient des personnes à part entière. Un tableau, un livre. Pour moi, la lecture, ça m'accompagne depuis que je suis enfant, et je suis jamais seule avec les personnages d'un livre, parce que ils arrivent à me transmettre beaucoup d'amour. Donc, un auteur ou une autrice que j'ai jamais rencontré, je vais avoir l'impression de la connaître, et elle va me transmettre beaucoup d'amour. Donc, c'est très important. Et enfin, peut-être le cinquième thème qui surprend peut-être un peu plus, c'est la justice sociale. Et voilà, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me révolte beaucoup, parce que souvent, je me demande où est l'amour, en fait, dans le monde, et dans la manière dont les gouvernements régissent les États, les administrations. Où est l'amour dans la manière dont on a de traiter les femmes, les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes dans la rue. Pour moi, il n'y a pas d'amour. Et en étant intègre, et en suivant nos principes, et en suivant notre sens de la communauté, en aidant son prochain. Donc, il y a un côté un peu évangile et un peu prêcheur, mais c'est pour moi le soutien à la communauté et l'entraide et le lien social, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et c'est ça, l'amour au sens lien social. Et c'est juste comme ça, pour moi, qu'on peut continuer. Donc, l'amour a besoin d'être là, dans nos gouvernements, dans nos politiques, dans notre économie. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Ça établit des liens entre des thèmes qu'on discute dans la psychologie sociale comme des thèmes complètement séparés. On parle du soi comme indépendant de l'idée de l'amour. Alors, j'espère pour les étudiants ici aujourd'hui, ils sont en train de voir les liens que vos histoires et votre écriture tirent entre ces facteurs. Très Merci bien. beaucoup. Nous avons deux questions dans le chat et une main levée. Donc, Mathieu pose cette question. Lorsque vous dites que les garçons sont contre le patriarcat, qu'est-ce qu'on peut faire comme garçon pour aider avec l'égalité des sexes? Oh, grande question. Alors, oui, grande question. Mais je pense que déjà, reconnaître ses privilèges et ses avantages, comme toute personne privilégiée, que ce soit un homme, que ce soit une personne blanche, que ce soit une personne scolarisée, une personne riche, reconnaître ses privilèges et ne pas prendre les choses personnelles, et reconnaître que oui, on a un privilège, mais ça ne fait pas de nous une personne mauvaise. C'est déjà un grand pas, en fait. Et puis souvent le conseil que je donne, mais c'est de se mettre en retrait, en fait. C'est de tout simplement faire un pas en arrière, et puis laisser sa place. Laisser sa place, parce que c'est bien beau de dire, par exemple, dans un panel, je parle de ça parce que c'est ma réalité, par exemple, mais ça peut être dans plein de sphères, mais mettons dans un panel de conférences ou de table ronde, s'il n'y a que des hommes d'invités, c'est très bien de dire c'est pas bien parce que c'est pas diversifié, il n'y a que des hommes blancs, et puis je ne suis pas d'accord, je trouve que vous auriez dû inviter des femmes. Mais il faut aller plus loin, et puis accepter de perdre sa place, accepter de perdre le cachet, et proposer une femme pour nous remplacer, en fait. Donc, il faut accepter de perdre certains de ses privilèges, et puis de les donner aux autres, le temps que la balance se réajuste, en fait. Et ce n'est pas pour autant que les hommes vont disparaître de la surface. Et puis, c'est juste qu'il faut rééquilibrer la balance.
et faire un pas en arrière, tout comme je suggère souvent aux filles, aux adolescentes, d'essayer de prendre un peu plus leur place et de faire un pas en avant, et aux garçons de faire un pas en arrière. Et c'est des choses qui se dessinent dès l'enfance et dès l'adolescence. Par exemple, il y a plusieurs écoles en France et au Québec qui ont fait des tests dans les cours d'école, parce qu'on a remarqué que les garçons prennent toute la place dans la cour d'école. C'est comme ça, en fait. Ils jouent à des sports, ils jouent au soccer, ils courent, donc ils prennent toute la cour de l'école. Et les filles sont par petits groupes tout autour de la cour. Et en fait, ça définit clairement notre société après, où tout le temps, les hommes prennent la place, que ce soit dans le métro, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans les débats, et les femmes sont toujours un peu en retrait. Et en fait, dans ces écoles, donc ça a été des écoles pilotes au Québec et en France, où ils ont décidé de diviser les cours d'école en deux. Et ça a tout changé, en fait, parce que les filles ont pris plus de place et les garçons ont appris à jouer, à courir, à se dépenser dans un espace moindre. Et donc, c'est plein de petites dynamiques, en fait, qu'on devrait changer le plus tôt possible. Donc ouais, les garçons peuvent aider comme ça, en étant eux aussi force de proposition, et surtout ne pas prendre les choses personnelles, et ne pas se sentir visé quand on parle d'inégalité, en fait. Et on sait très bien que c'est pas de la faute des hommes, mais que c'est vraiment un problème beaucoup plus systémique et global et sociétal, et que tous ensemble, on peut renverser la vapeur. Donc voilà, je ne sais pas si ce sont des bons conseils, mais c'est ce que j'essaie de transmettre. Merci. Alors, Mathieu vous remercie. Alors, on a une main levée et ce sera la dernière intervention, parce qu'après, on va passer à la partie atelier. Donc, Maïté Snoat. Oui, merci Evelyne. Merci beaucoup Lucille. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que c'est un de ces matins où, pour une raison que j'ignore entièrement et mes étudiants vont se moquer de moi, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne s'est pas allumée. Donc, c'est pas parce que je fais ma timide là ce matin, même si je pourrais très bien faire ma timide. Mais non, j'aurais aimé ne pas avoir une caméra noire, parce que moi j'aime bien quand les gens ouvrent leur caméra. Alors c'est complètement indépendant de ma volonté et je m'attends à me faire chambrer pour ça. Alors, j'ai deux questions pour mes classes qui sont présentes aujourd'hui, en particulier littérature 228, qui devra bientôt faire un exercice de création littéraire. Donc, j'ai deux questions, en fait, un peu pour revenir sur plusieurs des choses que tu as présentées, Lucille, et qui pourraient nous éclairer, nous, dans nos travaux. La première, c'est que tu fais beaucoup de place aux citations littéraires dans tes livres, ce que, évidemment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, ma question, ce serait un peu sous quelle forme tu dirais que les lectures se déposent en toi au cours de ta vie? Est-ce que c'est une sorte de contribution quotidienne? Est-ce que c'est un accompagnement poétique de chaque jour? Ou bien est-ce que tu as des moments que tu réserves à la lecture? Comment ça vient comme ça se déposer dans ton paysage intérieur, on pourrait dire? Et puis l'autre question, ce serait au niveau des fanzines, qui à mon avis vont en inspirer plus d'une ou plus d'un. Qu'est-ce que ça t'a pris initialement au niveau matériel ou même au niveau physique? Est-ce que tu sentais que ça répondait à un besoin, que tu avais besoin qu'il y ait quelque chose de corporel qui aille au-delà de simplement l'écriture à la main ou l'écriture à l'ordinateur? Est-ce que c'était est-ce que c'était plutôt une difficulté supplémentaire, ou est-ce qu'au contraire, il y avait quelque chose dans le côté matériel qui faisait que il y avait le côté craft un peu finalement qui était inspirant, ou qui était tout de suite un univers dans lequel tu te sentais à l'aise, qui était propice en fait à la création? Voilà, j'arrête. Merci Lucille, et merci à vous qui avez organisé la classe Alberta. Merci Maïté pour ces questions. Alors, mais la place de la lecture dans ma vie est clairement très importante. Par exemple, là, je suis dans une période un peu mouvementée dans ma vie, où j'ai beaucoup moins de temps pour lire, et ça me manque énormément. Ça me manque énormément, et je disais hier à mon copain, ça fait 3 jours que je n'ai pas lu, je ne me sens pas bien. Et parce que c'est vraiment important pour moi de m'échapper dans un livre. C'est ma manière à moi de réfléchir, c'est ma manière à moi de m'inspirer, de m'évader.
Et c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé dans ma résidence d'écriture de 2 mois pour écrire C'est quoi l'amour, c'est que j'ai pas passé 2 mois à écrire, mais j'ai passé plutôt 2 mois à lire et à m'inspirer et à lire tous les livres que j'avais mis de côté pour cette période. J'allais dire je souligne dans mes livres, mais non, parce que je suis une personne qui n'écrit pas dans ses livres, parce que les livres sont des objets sacrés pour moi. Donc, ils sont plutôt remplis de post-it. Et j'aime beaucoup souligner des phrases qui sont importantes pour moi, qui mettent des mots sur ce que je ressens. Annie Ernaux est très très forte pour ça, pour mettre des mots sur ce que je ressens et pour m'aider, pour me sentir moins seule. Ça a quelque chose d'extrêmement rassurant pour moi de savoir que des autrices avant moi ont mis des mots. Ont mis des mots sur des sentiments. Et donc, ça ne me bloque pas du tout. Je sais qu'il y a des créateurs, des écrivains ou des illustrateurs ou des réalisateurs qui, pendant la création d'une œuvre, vont complètement se bloquer et par exemple, je connais des écrivains qui arrêtent de lire pendant leur processus d'écriture à eux. Et alors moi, c'est pas du tout ça. Au contraire, je me nourris de ce que les autres écrivent et je n'ai pas du tout peur de copier ou de faire de l'imitation parce que c'est vraiment très inspirant et ça m'apporte juste plus loin en fait dans ma créativité. Et j'ai perdu le fil, je voulais dire quelque chose par rapport à ça aussi, ça va me revenir sur tout se mélanger dans ma tête sur la lecture, ça va me revenir. Donc oui, mais c'est vraiment quotidien. Oui, c'est ça. Je parlais d'autrice parce que je pense que ça joue aussi dans mon écriture, dans mon féminisme, dans mon militantisme. Ça fait maintenant 2 ans, je pense, 3 ans. On est en 2021. Ça fait 3 ans, 3 ans et demi que je ne lis que des femmes. Donc j'ai pris cette décision de ne lire que des femmes. Donc je lis très 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 peu d'hommes. J'ai lu le livre d'Emmanuel Carrère en 2020 et je pense que c'est le seul livre d'un homme que j'ai lu. Sinon je ne lis que des livres d'autrices ou de personnes LGBT et personnes racisées. Donc ça a vraiment été une grosse décision et dans mon parcours de lectrice, et ça, je pense que ça influe aussi sur mon parcours d'autrice, mais c'est une décision que j'ai prise en faisant un gros tri dans ma bibliothèque. Et je suis d'origine française et donc à l'école, on a étudié beaucoup de livres d'auteurs masculins. Et je me suis rendu compte que ma première partie de vie de lectrice, je me dirigeais plus aisément vers des livres écrits par des hommes parce que j'avais cette vision que les femmes écrivaient sur des sujets plus légers, puis qui parlaient plus d'elles-mêmes et que c'était moins sérieux. Donc j'ai lu pendant toute mon adolescence et le début vingtaine beaucoup de livres d'hommes plus que des livres de femmes. Je me suis mise à lire beaucoup d'autrices québécoises quand je suis arrivée au Québec il y a 14 ans. Et puis voilà, il y a 3 ans, j'ai décidé que stop, j'arrêtais de lire des hommes et donc je lis exclusivement de la littérature écrite par des femmes. Et je me rends compte que ce n'est pas de la littérature féminine, mais c'est seulement de la littérature écrite par des femmes. Et en fait, je pense que j'aurais beaucoup de mal à retourner en arrière. Donc voilà pour mon rapport à la lecture. Et pour les fanzines. Alors en fait, les fanzines, je me suis rendu compte que j'avais seulement besoin de papier et d'une imprimante. Enfin, j'avais même pas d'imprimante quand j'ai commencé parce que j'allais au... Oh, c'est mon chat. Excusez-moi. Les aléas de Zoom. Et donc c'est très simple. Une imprimante ou un magasin de photocopie, du papier. Et puis, j'ai commencé avec un tout petit budget, donc c'est pour ça que j'ai commencé en noir et blanc. Donc c'était une contrainte technique du noir et blanc parce que ça coûtait pas cher et que ça me coûtait pas cher à produire. Et puis j'ai choisi ce médium pour partager mes histoires parce que c'est ça, je le disais en début de conférence.
je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile en fait de partager ses écrits. J'avais envie de partager ce que souvent quand on me demande quand est-ce que j'ai commencé à écrire, je dis que c'est quand j'ai commencé à partager ce que j'écrivais et à ce que les gens me lisent en fait. Parce que je pense qu'on écrit tous, mais quand on montre nos écrits et quand on fait lire ce qu'on écrit à tout le monde de manière plus officielle, c'est là qu'on commence vraiment à écrire selon moi. Et donc voilà, j'avais envie de partager ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et donc, ce à quoi j'avais accès, c'était les fanzines. Donc j'ai commencé à fabriquer moi-même mes petits livres quand j'ai découvert ce milieu du fanzine. Donc ça prend pas beaucoup de choses, ça prend du papier, une imprimante ou un magasin de photocopie. Et puis, on n'a même pas besoin de le faire par ordinateur. Moi, je le faisais par ordinateur, mais il y en a certains que j'ai fait sous forme de collage à la main et puis et à la photocopieuse. Donc, il y a un côté très agréable aussi de trouver le bon format de fanzine par rapport au texte qu'on a écrit, tout le côté mise en page, le côté manuel et bricolage. Après, la partie plus intellectuelle d'écriture me plaisait beaucoup. Donc voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre toujours quand je fais des ateliers mais dans mes ateliers d'écriture, on passe toujours par une phase fanzine à la fin pour mettre en forme nos mots. Donc là, dans l'atelier que je vais vous proposer aujourd'hui, on va malheureusement pas pouvoir faire de fanzine parce qu'on est on est trop loin physiquement les uns des autres. Donc, je propose en fait de publier nos phrases sur un compte Instagram qu'on a créé pour le livre qui s'appelle C'est quoi l'amour? Et donc on peut écrire et publier nos phrases, non pas dans dans des fanzines collectifs qu'on crée ensemble, mais plutôt donc sur la page Instagram C'est quoi l'amour? Parfait, merci beaucoup Lucille. Alors maintenant, on va passer à la partie atelier d'écriture.